Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Où sont les femmes ? Hélas, pas dans les filières des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Si les derniers chiffres sont en progrès, la France reste à la traîne avec seulement 33% des emplois dans le secteur technologique occupés par des femmes, contre 41% dans le reste des pays de l'OCDE. Alors, où se situent les freins avant, pendant et après les études ? Comment inverser la tendance pour viser enfin la parité ? On en discute dans cette émission avec, bien sûr, les personnes concernées. Cette émission a été réalisée en partenariat avec l'association Article 1 qui œuvre dans l'accompagnement des jeunes de milieux populaires du lycée au monde professionnel. Dans le cadre d'un projet tutoré, 4 étudiantes et étudiants du master EEI, études européennes et internationales, ont préparé et animé une émission sur les stéréotypes de genre dans les filières sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, qu'on abrège en STEM. Aujourd'hui, chers auditeurs et auditrices, vous écouterez donc Luna, Eve, Camille et Dorian à l'interview pour une table ronde sur, et je cite le titre, « Les conséquences des stéréotypes de genre dans les parcours éducatifs et professionnels des femmes issues des filières STEM ». En plateau avec elle et eux, Aurélie Baupel, ambassadrice de Women in Tech, fondatrice de son cabinet de conseil et ex-présidente de Femmes Digital West, Alice Lermusio, docteur en sociologie à Nantes Université, qui a notamment écrit 2 mémoires sur le sujet, l'orientation scolaire au lycée, le façonnement des profils genrés et Elle et les sciences, une affaire de domination. Faustine Vauclair, étudiante en cursus ingénieur, architecte à l'École centrale de Nantes. Et enfin, Annabelle Ridor, ingénieure DevOps chez Valeriade, une société de conseil, services et expertise technologique. Le son des sciences au Labo des Savoirs. Selon une enquête de Elle Bouge, en collaboration avec OpinionWay, parue en septembre 2024, une femme sur 5 a été découragée de poursuivre ses études en carrière scientifique, même si elle avait une appétence au départ pour les sciences. Nous remercions aujourd'hui le Labo des Savoirs qui nous accueille et qui est une émission de vulgarisation radio diffusée sur toutes les plateformes. Et merci aux locaux de Prune. Alors bonjour à tous, nous sommes Camille, Dorian, Luna et Eva, 4 étudiants en première année de master d'études européennes et internationales à Nantes Université. Et on vient tous d'horizons et de parcours scolaires différents, mais pour autant on a tous été rapidement intéressés par le projet tutoré proposé par l'association Article 1, avec qui on co-organise cette table ronde aujourd'hui. En effet, au début du mois de septembre, on a eu l'opportunité de choisir un projet tutoré par un organisme tiers dans lequel s'impliquer le temps d'un semestre dans le but de découvrir ou de renforcer nos connaissances en gestion de projet. Et c'est dans ce contexte qu'on s'est engagé aux côtés d'Article 1, une association qui accompagne des jeunes de milieux populaires du lycée au monde professionnel, que ce soit dans leur orientation, dans la réussite de leurs études supérieures ou encore dans la valorisation de leurs compétences. c'est avec Théo Lonerès et Pénélope Jolin, tous les deux salariés de l'association, que nous avons travaillé sur ces sujets et on a décidé ensemble de centrer notre projet sur les conséquences des stéréotypes de genre dans les parcours éducatifs et professionnels des femmes issues des filières STEM, acronyme qui signifie sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Le projet en question, c'est cette table ronde que l'on réalise ensemble aujourd'hui, en compagnie de 4 intervenantes sensibles à cette thématique, que nous présenterons par la suite. Mais avant ça, nous souhaiterions revenir sur les démarches et les réflexions entreprises qui nous ont menées à la réalisation de cet enregistrement. En effet, donc pour nous aider dans la réalisation de cette table ronde, on est parti de diverses études allant de rapports de l'UNESCO à des rapports de l'association Elle Bouge, dont l'objet est d'attirer les jeunes femmes collégiennes, lycéennes et étudiantes vers les filières et carrières scientifiques, techniques, technologiques et des filières d'ingénierie. On a aussi mené nos propres enquêtes de terrain à travers des micro-trottoirs, dont un qu'on a réalisé à travers, devant un lycée à Nantes et un autre devant l'école centrale de Nantes.
Ces ressources, elles sont vraiment venues enrichir notre travail et nous ont permis de recueillir certains témoignages très intéressants qui ont pu nourrir notre réflexion. Et en parallèle, on a également réalisé un questionnaire qu'on a relayé sur différentes plateformes pour élargir aussi le public qu'on a sondé. Et les réponses qu'on a reçues, elles nous ont vraiment permis de saisir un aperçu des tendances actuelles sur cette problématique des inégalités de genre dans les filières STEM. On vous propose donc dans un premier temps de vous laisser vous présenter en quelques mots avant de commencer notre échange autour d'un constat de départ. On abordera ensuite ce que signifie être une femme dans les filières STEM, quels sont les facteurs déterminants dans l'orientation vers ce type d'études et de carrière, quels sont les enjeux de l'accompagnement des femmes évoluant dans ce milieu, avant de nous interroger sur la place des puissances publiques dans ce type de questions. Et on terminera enfin cet échange sur un temps de prise de parole individuelle libre et quelques pistes d'ouverture sur le sujet abordé aujourd'hui. Avant de débuter la discussion, je vous invite à toutes vous présenter rapidement en quelques mots. Donc, je me tourne vers vous, Annabelle. Oui, donc moi c'est Annabelle Rieder, j'ai 29 ans, j'ai eu un bac S, puis après j'ai fait les classes préparatoires, j'ai après fait une école d'ingénieur à Angers, maintenant ça va faire 6 ans que je suis dans le milieu professionnel. Aujourd'hui je suis ingénieure DevOps au sein de Valériade, ça va faire 5 ans et demi que je travaille pour eux, je suis envoyée en mission chez différents clients et je participe notamment à beaucoup de projets internes qui m'ont amenée ici aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Faustine Vauclard, je suis étudiante à Centrale Nantes actuellement en première année. J'ai fait le nouveau bac la première année avec des spécialités maths physique. Après j'ai enchaîné sur 3 ans de prépa, dans une prépa maths physique. Et donc je me retrouve à Centrale Nantes en première année dans la préparation de double cursus ingénieur-architecte. Et je participe aussi au projet PAI de Centrale, qui est une association qui a pour but d'aller dans les collèges et lycées pour encourager les jeunes filles à se diriger vers des études scientifiques. Bonjour, je suis Aurélie Baupel, je dirige mon cabinet de conseil en transformation digitale et cybersécurité. Et depuis bientôt 30 ans maintenant, je suis très engagée dans des associations qui ont pour cause principale l'égalité hommes-femmes, et notamment particulièrement dans le milieu professionnel, et particulièrement dans celui de la tech et du numérique, dans des associations comme Femmes du Digital Ouest ou dans des organisations comme Numéum, qui est un syndicat des entreprises de services du numérique et des éditeurs de logiciels. Et bonjour, je suis Alice Lermugio, je suis docteure en sociologie et actuellement ingénieure de recherche à l'IMT Nantes Atlantique. Mes travaux de recherche portent sur l'orientation genrée, les différences filles-garçons. Et dans ma thèse, je me suis plus particulièrement focalisée sur la formation en soins infirmiers pour voir comment on traitait les sciences et les techniques dans cette formation. Et pour mon parcours, j'ai un bac scientifique, j'ai ensuite fait une prépa BL et puis des études de sociologie. Merci pour ces présentations. Notre premier thème s'intitule « C'est quoi être une femme en filière STEM ?» Et avant de vous donner la parole, je voulais mentionner une enquête. Donc, selon une enquête parue en 2024 de l'association Elle Bouge en collaboration avec l'Institut OpinionWay, 8 femmes sur 10 sont intéressées par les métiers scientifiques, ont entendu au cours de leur scolarité des préjugés sur le rapport des femmes aux matières scientifiques. Et aussi 25% des femmes, c'est le chiffre de leur représentation dans les filières scientifiques. Et ce chiffre est encore plus bas si on regarde des filières très scientifiques comme l'ingénierie. Donc là, je me tourne vers vous, Faustine. Comment vivez-vous le fait d'être dans une filière très masculine ? Alors en effet, dans mon quotidien, je suis plus entourée d'hommes que de femmes. Mais en fait, on s'en rend pas vraiment compte jusqu'à ce qu'on nous le dise. C'est-à-dire que dans mon quotidien, je le vois pas particulièrement. Enfin, je suis avec des camarades de classe, de promo, et il n'y a pas de problème. Mais c'est par exemple lors des événements tels que la rentrée, on va nous dire oh, on est tout fiers de nous, on a 24% de femmes, c'est extraordinaire. Et là, on se rend compte face à cette statistique que oui, on est en sous-effectif et que on est sous-représenté dans ces filières-là, mais en même temps, ils essayent de quand même mettre en place des choses pour améliorer la situation. Ça passe notamment par la prise en compte des problèmes de VSS et tous ces problèmes-là qui peuvent freiner les femmes à venir dans cette filière-là, mais à trop le mettre en avant, ça nous rappelle, nous, juste au quotidien, que oui, on est une femme et que c'est un peu une anomalie d'être là et qu'on représente une minorité et on est là pour remplir des quotas, surtout. Aurélie, qu'est-ce que ce témoignage vous évoque ? Mais
La réalité, je crois que les chiffres en 30 ans n'ont pas tellement évolué. C'est que pourtant, les filles ont les meilleurs résultats dans les matières scientifiques au lycée. C'est vrai qu'on est dans une culture, en tout cas en France, sans doute en Europe, par rapport à d'autres endroits dans le monde, notamment l'Asie, où bizarrement, après le bac, de toute façon, on est plus convié en tant que fille, à aller effectivement dans les sujets du care, enfin de la santé, de ce qu'on évoquait tout à l'heure. Je rejoins Faustine, je suis convaincue que toutes les femmes en ont assez d'être réduites à super, vous faites monter des scores, etc. Pour autant, derrière ces indicateurs, qui doivent quand même être mesurés, parce que c'est ça qui nous permet de savoir d'où on part et de voir s'il y a de l'évolution. Bon, sur ces sujets-là, on stagne depuis pas mal d'années. La réalité, c'est quand même peut-être de rappeler que les femmes représentent 50% de la population, hein, c'est pas qu'en France, c'est dans le monde. Et l'interrogation derrière ça, c'est pas pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument que les filles s'intéressent à ces filières-là, c'est la réalité de ce que Luna évoquait tout à l'heure. Si on veut un monde responsable, durable, juste, il est impossible qu'il soit, en tout cas, conçu, pensé, et notamment là sur les sujets, sur les filières STEM, on va sur des sujets innovation, uniquement par un type, un genre de personnes, en plus de certaines catégories sociales. Oui, c'est compliqué d'être toujours ramené à des indicateurs qui sont juste contrariants en tant que femme. Quand en plus, parfois ils sont résumés à oui, mais les quotas nous obligent à faire qu'il y a des femmes qui sont moins compétentes. Non, là, c'est partir du principe que tous les hommes en place sont très compétents. Non, c'est comme tout le monde. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il y a un enjeu autant sociétal qu'économique en réalité. On peut véritablement fausser et pénaliser le développement qui nous permettrait d'aller vers une société plus juste et plus durable. Merci beaucoup pour votre témoignage. Et je me tourne vers Alice, vers vous. Je vais peut-être juste rebondir sur deux éléments qui ont été évoqués. Le premier, le fait que les femmes sont minoritaires en filière STEM, c'est une évidence. Enfin, je pense que j'ai pas besoin de revenir dessus. Par contre, je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que ça dépend aussi de quel type de science on parle. Et ça me semble important de le rappeler ici. C'est-à-dire que oui, elles sont très minoritaires en mathématiques, en physique, en filière ingénieur, mais par ailleurs, elles vont aussi vers d'autres types de sciences. On peut penser aux sciences humaines, à la biologie, aux sciences de la vie et aux filières sanitaires. Et donc, c'est important de voir qu'on a aussi au sein des sciences et des techniques une partition, une division genrée qui se reproduit. Et l'autre élément sur lequel je voulais rebondir, on a évoqué le fait qu'il n'y avait pas de sentiment de mauvaise intégration pour vous dans votre filière. Il y a des études qui montrent par contre que dans d'autres filières, c'est plus difficile de s'intégrer. Notamment, je pense aux travaux de Clotilde Lemarchand, qui, elle, s'est intéressée aux filles et aux garçons dans une position atypique. Atypique, ça veut dire minoritaire dans leur filière. Et elle a montré qu'en fait, pour un homme, globalement, c'était plus facile de s'intégrer dans une filière féminine que pour une femme dans une filière masculine. Et en autres travaux sur la question des endroits où les femmes sont minoritaires, je pense aux travaux de Zolesio qui s'intéresse au monde de la chirurgie et qui montre qu'en fait, là, pour s'intégrer au sein de ce monde de médecins, c'est particulièrement difficile et que ça passe aussi par la résistance à des plaisanteries, à des provocations plutôt sexistes. Je me permets juste d'ajouter, pour le coup, je lis le rapport de l'OPIEC, hein, qui est un observatoire des métiers du numérique, en gros, qui indiquait des éléments qui nous ont véritablement surpris quand ils sont apparus. C'est qu'il y a 20% d'étudiantes dans les filières STEM qui abandonnent, qui ne vont pas jusqu'à la fin. Et a priori, c'est la même proportion pour les femmes en reconversion dans les métiers du numérique et de la tech. Donc voilà, à l'heure où on parle un
peu de fidélisation dans les entreprises ou ailleurs. Finalement, et là, il y a un vrai sujet qu'il faudrait adresser parce qu'on n'est pas sur des pourcentages anecdotiques. Merci beaucoup. On va passer à un autre sujet. On aimerait s'intéresser dans un deuxième temps au moment en fait du choix d'orientation des femmes, donc des étudiantes, des lycéennes. Et je vais me tourner vers vous, Annabelle, et je vais vous demander pourquoi, c'est une question large, hein, pourquoi et quand vous avez choisi de vous tourner vers ce secteur plus scientifique. Moi, j'ai eu la chance d'être extrêmement bien entourée, que ce soit dans mon cercle familial ou avec mes enseignants à l'époque au lycée, qui m'ont... J'avais des facilités en mathématiques et donc ils m'ont assez aisément poussée vers les classes préparatoires. Donc en l'occurrence, j'ai fait MPS, IMP. Donc ça a été très bien pour moi, mais je reconnais et je pense qu'effectivement, des personnes qui ne sont pas aussi bien entourées que j'ai pu l'être n'iraient pas instinctivement se diriger peut-être vers ces filières-là. Et vous vous êtes dirigée vers ces filières parce que vous étiez bonne en maths ou parce que c'était vraiment à ce moment-là des sujets qui vous intéressaient vraiment? Non, c'était vraiment un peu des deux finalement. J'étais assez bonne en maths, mais aussi c'était des sujets qui m'intéressaient. Et pour mon cas, en tout cas, les classes préparatoires, ça a été un peu la voie facile parce que je n'étais pas encore certaine de trouver ma voie tout de suite à la sortie du lycée. Et puis après, voilà, j'ai découvert les options informatiques et au fur et à mesure, j'en suis arrivée là. Et vous, Faustine? J'ai un peu une histoire similaire. J'ai toujours été très bien entourée par ma famille, mes professeurs, et il n'y a jamais eu ce frein-là de t'es une femme, tu vas pas pouvoir aller dans les sciences, et notamment en prépa. Enfin, c'était quelque chose de normal pour moi. Il n'y a jamais eu de problème sur ça. La seule fois où on me l'a un peu dit, c'est au forum qu'on a au lycée pour nous l'orientation. Là, j'avais vu un étudiant en école d'ingénieur qui m'avait dit, au vu de mon projet, je savais déjà que je voulais être ingénieur dans le bâtiment, qui m'avait dit mais t'es une femme. Et là, je lui ai répondu oui, je suis au courant, enfin, il n'y a pas de problème. Et ça m'empêchera pas de le faire. Et à côté de ça, j'ai eu des avis très positifs d'autres professeurs d'école d'ingénieur qui m'ont dit il n'y a pas de problème. Enfin, la question n'est même pas venue. Donc, moi, ça n'a pas été un problème pour moi de m'orienter dans cette filière-là. Je vais rebondir sur une réponse qu'on a eue à notre questionnaire. On a demandé aux personnes qu'on a sondées si elles avaient connaissance de dispositifs mis en place justement pour essayer d'endiguer ces inégalités, pour attirer plus de femmes dans ces milieux. Et en fait, la plupart des réponses nous parlaient de dispositifs qui étaient mis en place soit à partir du lycée, soit à partir dans les études supérieures, donc des conférences, des interventions dans des lycées. Et il y a une seule réponse, en fait, qui nous a parlé d'un marrainage des étudiants de l'école, donc de l'ENS de Paris-Saclay, qui, en fait, avaient des parrainages auprès d'élèves de classe maternelle et primaire. Et ça nous semblait intéressant, puisque dans le rapport de l'UNESCO qu'on a vu, il est noté qu'il était très difficile en fait d'intéresser les élèves à ces filières-là après 13 ans. Et donc du coup, nous, ce qu'on s'est demandé, c'est est-ce que vous pensez que ce serait intéressant de mettre en place des interventions auprès d'un public plus jeune? Je peux me tourner vers vous, Aurélie, puisque vous êtes dans le monde associatif. Vous voyez, ça me confirme que finalement, avec toutes les associations ou fondations qui existent, on a encore beaucoup de boulot parce que il faut savoir qu'en France, on a la chance d'avoir pas mal de structures engagées sur ces sujets-là, alors qui ont les moyens qu'elles peuvent, financiers, humains et temps. Mais notamment, la fondation Femmat Numérique, c'est précisément le sujet principal que cette structure a décidé d'adresser. Donc c'est vraiment comment on rentre presque dès la maternelle et avant, parce que comme l'évoquaient Annabelle et Faustine, comme pour tout, l'écosystème dans lequel on est un atout ou pas. Après, en France, on a quand même une organisation entre l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, les professionnels de l'orientation. On n'en fera jamais assez parce que comment est-ce qu'un professionnel de l'orientation se tient à jour sur l'arrivée de nouveaux métiers. Enfin, typiquement, je reviens sur l'intelligence artificielle parce que c'est le sujet du moment, mais il y a des nouveaux métiers qui sont, comme on dit, DevOps.
on dira LLM Ops, enfin en gros, c'est un truc technique pour l'IA, et ingénieur prompt. Là, ça parle peut-être à personne actuellement, mais comment, quand je suis professionnelle d'orientation, je suis capable de parler de ça à des jeunes, et pareil pour les parents. Or, c'est certain que pour qu'on n'en fasse plus un sujet, je pense qu'on a toute envie de ça, c'est parce que ça devient des évidences, mais des évidences, elles arrivent juste parce que ce sont des choses qu'on rencontre et qu'on pratique très régulièrement. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de femmes du Digital West invitent les femmes qui sont déjà dans ces métiers-là à intervenir dans des collèges et des lycées quand ça nous est accordé dans des écoles primaires, mais c'est tout un process aussi pas simple, notamment avec des structures comme 100 000 entrepreneurs et d'autres. La réalité, c'est que on ne nous donne pas les moyens de pouvoir le faire en masse. Clairement, il faudrait que toutes les entreprises de services numériques, alors je ne vais plus me faire de copains, mais intègrent des stagiaires de troisième. La réalité, c'est comment on accueille bien pour donner à comprendre. Comment on fait pour que les parents qui sont peut-être éloignés de ces sujets-là ou qui ne peuvent pas se projeter parce qu'on est aussi beaucoup dans de l'inconnu et que tout le monde veut le meilleur pour ses enfants, mais comment on fait pour avoir les informations qui nous permettent de diriger? Je pense que tant qu'on n'ira pas davantage en transversalité, et qu'on dira les filières STEM, et donc c'est les maths, et c'est ceci, et c'est cela, et qu'on ne mettra pas ça en perspective avec à quoi tu veux être utile dans ce monde. C'est quoi ta passion? C'est le sport. Eh ben, tu sais que en fait, la data, ça a permis d'optimiser tels équipements et qu'on peut prouver maintenant qu'il y a moins d'accidents, ceci, cela. Est-ce que c'est la musique? Tu sais que en fait, il y a des optimisations de fabrication. Enfin, on est sur, on réduit aux sciences, ce qui en fait nous ramène à notre vie dans le monde avec la transition écologique, le côté responsable sociétal, l'éthique. Enfin, il y a énormément de sujets, sauf que je pense qu'on prend par le mauvais bout de la lorgnette, et pour autant, je prétends pas que ce soit simple de faire différemment. Et Alice, est-ce que vous auriez peut-être quelque chose à ajouter là-dessus sur le moment où il faudrait informer, enfin intervenir plus sur ces sujets? Après, vous l'avez dit, je pense que c'est important d'intervenir à tous les moments. L'orientation, c'est un processus long qui se construit. Ça a été un peu évoqué par Faustine et Annabelle. Depuis la famille, en passant par l'école, il y a vraiment plusieurs acteurs qui vont jouer un rôle. Donc, c'est important d'agir à tous les moments. Après, c'est vrai que peut-être il y a moins de dispositifs étatiques qui sont prévus pour les écoles maternelles et élémentaires pour le premier degré. Après, si on regarde un peu dans la formation des enseignants, ça va aussi passer par les supports qui vont proposer en cours, par les activités qui sont proposées. Et là, on voit que depuis quelques années, il y a quand même des évolutions et des réflexions, je pense, en maternelle sur les albums jeunesse qu'on propose aux enfants. Et donc, il n'y a pas rien qui est fait non plus dans le monde de l'éducation nationale à ces niveaux-là. Il y a certains dispositifs. Est-ce que c'est suffisant? Les stats montrent que non. Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien non plus à ces niveaux-là. Après, c'est sûr que ça ne prend pas la forme de concours au niveau maternel ou d'intervention de scientifiques. Mais est-ce que ce serait pertinent? Voilà, je pense qu'il faudrait réfléchir. Justement, dans notre questionnaire, à la question « Dans quel contexte avez-vous entendu des propos insinuant que les hommes sont plus doués que les femmes dans les matières scientifiques ?» 30,8% des sondés déclarent les avoir entendus dans un cadre scolaire, que ce soit de la part de camarades ou de professeurs. Et donc, on se tourne une nouvelle fois vers vous, Alice. Est-ce que justement, vous pensez qu'il est pertinent d'agir au moment de la formation des professeurs? Qu'est-ce qui pourrait être intéressant de mettre en place justement dans le corps enseignant pour limiter ce genre de propos? Moi, je trouve qu'il est intéressant d'intervenir déjà dans la formation des enseignants pour voir un peu quelle est la réalité. Est-ce que c'est vrai que les femmes sont plus douées pour les matières scientifiques ou pas? Est-ce qu'il y a des différences filles-garçons en termes de résultats? Et est-ce que cette stat, vous avez dit 30% là, est-ce qu'elle est fondée ou pas?
Et là, si on regarde un peu les statistiques, ce qui est intéressant, c'est de voir que avec les années, oui, il y a des différences qui se créent. Enfin, si on regarde à la sortie du collège, même à l'entrée du collège, déjà, les résultats en mathématiques, les garçons sont devant, en fait, sont meilleurs en mathématiques que les filles. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir en tête que si on regarde à l'entrée en CP, par contre, il n'y a pas de différence. Et donc là, on voit que c'est une construction sociale. Et donc cette statistique, moi, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle repose quelque part sur une réalité. Mais ce qu'il faut avoir en tête, en fait, c'est tout le phénomène de construction sociale de ces différences et de montrer aux jeunes et aux enseignants et à tout le monde, en fait, comment on participe à avoir ces différences et surtout de remettre en cause l'idée reçue que, en fait, ces différences, elles sont innées. On a peut-être, ça vient d'une théorie, la bosse des maths, ce serait les maths, les hommes qui auraient une partie de leur cerveau destinée aux maths que les femmes n'auraient pas. Ça a été une théorie qui a été développée, diffusée, et donc on a encore un peu cette idée que le cerveau des femmes et des hommes ne serait pas les mêmes. Et donc, je trouve intéressant de montrer que, au début de la scolarité en CP, on n'est pas au début de la scolarité, ils ont fait des choses avant, mais à un moment assez précoce, on n'a pas de différence. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et je voudrais rebondir sur parler de construction sociale. Nous, quand on a fait notre micro-trottoir devant Centrale, on a remarqué qu'on avait vraiment eu l'impression que tous ces stéréotypes, ils avaient été intériorisés. Et en fait, souvent, les femmes qu'on a interrogées nous ont dit que dans leur milieu social, ça avait été vachement soutenu. Et souvent, leurs parents étaient déjà dans les sciences, voire déjà ingénieurs. Et du coup, on s'est demandé si le choix d'orientation, il était impacté par... quel rôle jouaient les parents et la famille dans les choix d'orientation. Ça me fait penser, je me permets, ça me fait penser à une anecdote, c'est que dans mon entourage, j'ai aussi ces publics-là de parents ingénieurs d'enfants et qui eux-mêmes ont reconnu avoir le biais de finalement déconseiller à leurs enfants, filles, et finalement, voilà, peut-être que la prise de conscience est plus rapide et évidente dans ce cas-là, mais pour dire que c'est pas si simple que ça finalement, et qu'il y a bien quand même des freins, des craintes, et derrière ça, moi j'entends peut-être toujours ce système ce côté pas concurrence mais compétition. Il y a ce côté de être meilleur que en maths ou pas, alors qu'en réalité, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que il y a tellement de sujets à adresser. Déjà, si on avait les gens pour les adresser, déjà on serait heureux. Et je pense qu'il y a peut-être un de ces biais-là qui serait de l'ordre de... On n'a pas besoin de professionnels qui se diront excellents. Ça, je ne connais pas ça au quotidien. Par contre, des gens qui lèvent la main en disant « Ouais, ça va être hyper compliqué, mais je veux bien y aller », ça, on en a besoin. Et finalement, par rapport à de la compétence pure sur les sciences, les maths, les machins, finalement, on est bien sur les soft skills, c'est-à-dire le savoir-être. Est-ce que je vais y aller? Et c'est pas être courageux plus qu'autre chose, mais c'est peut-être avoir une appétence pour je veux aller vers l'inconnu, je veux creuser, je veux machin. Puis si je vois des limites, je vais pas non plus m'effondrer, je vais peut-être en faire part et aller chercher du soutien ailleurs. Je pense qu'en tout cas en France, on n'est pas suffisamment dans cette culture-là et que ça accentue la problématique qu'on a pour la filière des STEM. No man in the world. The measure of any society is how it treats its women and girls. No man is big enough for my arms. No man in the world. No man in the world. No man is big enough for my arms. The measure of any society is how it treats its women and girls. We create the smart,
powerful, creative, accomplished young women. We can fight. I'm here because of you. I'm here because girls like you inspire me. No man is big enough for us. Many of these girls have faced unthinkable obstacles just to attend school. No man is big enough for us. The measure of any society is how it treats its women and girls. Won't stand still. Your story is my story. Your story is my story. Won't be shamed. Your story is my story. Your story is my story. Story. No man is big enough for us. And I told them that they should disregard anyone who demeans or devalues them, and that they should make their voices heard in the world. I told them that they deserve to be treated with dignity and respect. And I told them that they should disregard anyone who demeans or devalues them. They should make their voices heard in the world. The measure of any society is how it treats its women and girls. No man in the world. Le Labo des Savoirs. Émission activatrice de synapses. C'était No Man is Big Enough for My Arms de IBI. Et nous sommes de retour en plateau avec Luna, Emma, Camille et Dorian, étudiantes et étudiants au Master en études européennes et internationales, accompagnés par l'association Article 1. Le sujet du jour, l'intégration des filles dans les filières sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, abrégées en STEM, bien sûr, avec Aurélie Baupel, Alice Lermusio, Faustine Vauclair et Annabelle Ridor. On les écoute. On va désormais changer de thème et on va s'intéresser aux inégalités et le monde professionnel. Et donc, on va aussi partir de notre questionnaire. Et donc, dans notre questionnaire, on avait une question sur les dispositifs qui pouvaient être mis en place pour réduire ces inégalités. Et l'une des réponses que l'on a notées ici, c'était une personne qui nous mentionnait Women in Tech. Et donc là, je me tourne tout naturellement vers vous, Aurélie. Pouvez-vous nous présenter cette organisation à but non lucratif et ses actions ? Alors oui, alors avant tout, Women in Tech, c'est l'expression telle qu'elle, hein, et donc sur les réseaux et un peu partout, c'est aussi un hashtag et n'hésitez pas à l'utiliser. Mais il se trouve qu'il y a aussi une organisation, donc c'est aussi une marque, c'est Global in Tech Global Movement. Et pour le coup, c'est une structure qui maintenant est implantée dans presque 40 pays, avec une volonté de faire évoluer cette problématique concernant les STEM et la présence des filles dans les STEM. Alors, selon les pays, ça va prendre complètement des formats différents. Il y a certains pays où ça a été, on va créer des écoles, on va trouver des partenaires pour équiper en outils informatiques, en enseignants, etc., et former dès le plus jeune âge. Et puis en même temps, en France et en Europe, ça peut être des dispositifs où on décide de donner de premières occasions d'approcher des choses très pratico-pratiques, des façons de coder ou des débuts de formation à des femmes qui sont peut-être en reconversion ou éloignées de ces sujets-là, parce qu'on sent qu'on a besoin de sortir du théorique et aussi de beaucoup, on y revient, beaucoup d'a priori ou de croyances qui ne sont pas légitimes. C'est-à-dire que, alors Annabelle va peut-être me contredire, mais on n'a pas besoin d'être excellent en maths pour être développeur informatique, sachant qu'il y a plein de sortes en plus de développeurs informatiques. Hein. Et c'est là où, en fait, par contre, il faut donner l'envie aux gens d'aller voir cette diversité de métiers qu'il peut y avoir. Et donc, cette organisation a le mérite d'avoir vraiment cette tonalité monde, parce que, bon, c'est vrai qu'aussi, en France, ça fait longtemps qu'on est sur le sujet, qu'on voit que les chiffres évoluent pas tellement, on est content de voir qu'ailleurs, ça bouge aussi quand même, mais dans le bon sens. Et pour autant qu'on a des problématiques quand même assez communes.
C'est comment se fait-il que les filles, les jeunes filles et les femmes n'aient pas, qu'on soit en train de souligner un manque d'appétence pour ces sujets-là. Je reste convaincue que c'est parce qu'on ne donne pas à se projeter et que on a un récit qui, par exemple, oublie de dire que, et pour ça, il y a des sites comme Talent du numérique ou d'autres qui vous donneront plein d'éléments d'information, mais on oublie de dire, par exemple, les noms des femmes qui ont été pionnières dans la programmation. Alors, vous voyez peut-être tout le temps Ada Lovelace, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Karen Spark, il y a Joan Bartik, il y a Adèle Goldberg, etc. Mais on oublie de dire, en gros, en tout cas en Europe, même je dis ça, c'est le marketing qui a sorti les femmes de l'informatique, alors que c'est elles qui étaient à l'origine. Et je me tourne vers vous, Annabelle et Faustine. Connaissiez-vous ces dispositifs et avez-vous déjà entendu parler de cela? Et si vous avez aussi dans vos écoles ou respectives ou dans vos environnements des choses similaires? Alors, c'est vrai que pour ma part, effectivement, il y a eu des dispositifs, mais après, je ne connaissais pas tous les dispositifs et je pense qu'il y en a bien d'autres. Je voulais juste rebondir rapidement sur ce qu'Aurélie, vous avez pu dire. Effectivement, il y a une énorme diversité de développeurs. On n'a pas besoin d'être excellent en maths pour être développeur. Je reconfirme là-dessus. Effectivement, il faut donner envie et vous avez parlé un peu de ces mentors, mais des mentors féminins, on en a encore peu, malheureusement. Et peut-être que ça, c'est avoir plus de mentors donnerait plus envie, peut-être, aux femmes de vouloir se lancer dans ces filières STEM. C'est typiquement pour ça que, par exemple, avec Femmes du Digital West, on a créé plus de 100 vidéos de femmes qui sont dans ces métiers-là et dont certaines sont pure opérationnelles, type développeur, d'autres sont sur du projet, des chefferies de projet et compagnie. Je pense que c'est de toute façon une culture qui nous manque en France. Et pour le coup, là, on va revenir à un biais qui est bien au-delà de la problématique STEM et du numérique et de la tech. C'est nous, femmes, et je le dis d'autant plus que j'étais pareil à vos âges, il faut qu'on se sente légitime pour oser devenir mentor. Alors que sur ces sujets-là, en fait, il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir mes cheveux blancs, etc. Tout le monde a forcément une légitimité à partir du moment où on n'attend pas une expertise totale, mais vraiment, par contre, un partage d'intérêt, en fait. Et pour le coup, c'est tellement pas culturel en France, ça, que, au quotidien, typiquement, je vais dans vos écoles chercher des jeunes étudiantes qui pourront intervenir à des conférences sur des sujets un peu pointus et où je dois rassurer ces jeunes femmes qui sont bien plus expertes que certains orateurs sur le fait que oui, elles ne savent pas tout, elles n'ont pas tout lu, machin, etc. Mais sur le sujet en question, à la conférence en question, elles vont être aussi pertinentes et complémentaires des autres. Et ça, à chaque fois, ça surprend. De la même façon que ça surprend quand je vais chercher dans les entreprises. Et on me dit, oui, non, mais moi, je suis que DevOps dans que cette entreprise-là. Oui, mais non, on a besoin de montrer la réalité. Alors qu'on utilise le terme rôle modèle ou pas, mais tant qu'on ne voit pas une réalité de société, on ne peut pas se projeter dans quelque chose qui nous parlerait et dans lequel on aurait quelque chose à faire. Merci. Est-ce que Faustine, tu as aussi quelque chose à ajouter sur ce sujet? Peut-être qu'à l'école centrale, des choses sont mises en place ou dans ton expérience au lycée, tu as aussi connu des dispositifs? Moi, je suis d'accord sur le fait que montrer des exemples, c'est important. Et notamment, ça a été compris par les acteurs en prépa, particulièrement. Je sais que dans ma prépa, les professeurs sont très sensibilisés à ce problème des filles dans les sciences. Et ils ont lancé un dispositif qui s'appelle la prépa au féminin. Et lors des forums prépa, c'est quand les anciens élèves reviennent, ils montrent des portraits de femmes des anciens élèves qui ont un parcours toutes différentes et qui montrent que la prépa, c'est possible au féminin. Du côté de Centrale, c'est surtout les élèves qui lancent des projets comme ça. Donc il y a le projet Paille dont j'ai parlé au début, qui a pour but d'intervenir dans les collèges et lycées pour promouvoir les femmes dans les sciences et ainsi montrer aux élèves plus jeunes que nous que oui, il y a des exemples, même des exemples jeunes comme notre tranche d'âge, ou plus anciens avec des femmes dans les sciences plus connues et qui ont fait de grandes choses. Et ça, c'est des projets qu'on essaie de développer, mais ça prend du temps évidemment.
Et c'est des projets qui sont importants pour les étudiantes aujourd'hui dans les sciences, mais également les hommes rentrent dans ces questions-là. Merci beaucoup. On va rapidement aussi se pencher sur le rôle que pourrait avoir l'État dans ce combat. On va juste partir d'un entretien qu'on a fait avec Charlotte Daté, qui a piloté au sein de la direction interministérielle du numérique une mission qui visait à attirer plus de femmes dans les métiers du numérique au sein de l'État. Et donc, ça montre bien qu'il y a un intérêt pour cette question. Et donc, on se demande quel pourrait être le rôle de l'État, en fait, dans ce combat contre les inégalités, mais pas seulement, en fait, au sein de l'État. Si quelqu'un veut répondre. Je vais prendre l'aspect à la fois sociétal et économique. Effectivement, tant mieux si l'État est toujours dans une démarche d'amélioration continue en donnant la preuve de la tentative d'une progression où l'inégalité existerait de moins en moins. Alors je ne sais pas au niveau des salaires comment c'est par exemple, mais il faut quand même savoir après que le sujet, comme pour tout, quand des structures, vous parliez de dispositifs, sur ces sujets-là, c'est quand même majoritairement des associations qui œuvrent. Alors, vous pouvez avoir la liste, une liste assez, qui n'est peut-être pas exhaustive, mais sur le site de Femmes at Numérique, qui est une fondation qui fédère un peu tout ce petit monde et qui vous permettra de découvrir des associations qui sont peut-être proches de chez vous et que vous pouvez contacter pour peut-être avoir du mentorat, notamment de femmes. Et je pense à notamment des associations comme CEF6 qui sont des femmes de la cybersécurité, par exemple. Et il ne faut pas hésiter, en fait, quel que soit notre âge, qu'on soit parents ou étudiants ou plus jeunes, il ne faut pas hésiter à les solliciter pour découvrir que peut-être, même si ce n'est pas écrit en gros, il y aura du mentorat. Après, typiquement, tout ça fonctionne grâce à des fonds publics et privés. Je crois savoir que côté fonds publics, c'est pas ce qui va être le plus développé dans les années à venir, étant donné la situation économique. Mais pour autant, il y a aussi des structures privées qui adressent les sujets et qui font notamment des livres blancs réguliers, des préconisations. Je pense notamment à Numéum, qui a monté un programme qui s'appelle Nova InTech. Numéum, c'est un syndicat des entreprises de services du numérique et des éditeurs de logiciels. Ils ont des entreprises adhérentes. Et en fait, Nova InTech, dont je suis ambassadrice en Pays de la Loire, propose véritablement d'accompagner les entreprises pour mieux donner envie d'aller dans leur structure et dans leur métier. Et donc, ça va jusqu'à des partenariats avec ces structures qui interviennent en collège, en lycée, etc. Plus vraiment l'accompagnement de comment on donne envie à des femmes en reconversion peut-être d'aller sur ces sujets-là. C'est de toute façon un enjeu sociétal autant qu'économique et je pense que vous œuvrez à votre niveau. Après, comment l'État, est-ce qu'accompagne aussi article 1 ou d'autres structures, ça reste complexe. Il faut savoir quand même que, par exemple, dans les startups, techno-innovation, il n'y a que 10% de femmes fondatrices. Et pour le coup, sur la partie financement, on est typiquement à la fois dans des biais où les études montrent que les femmes de base demandent moins de financement, mais de toute façon, l'accès au financement est confirmé comme étant plus complexe à trouver. Moi, je vais juste rebondir en disant que bien sûr, comme c'est un problème sociétal, c'est essentiel que l'État s'en empare, puisque ça va être un acteur majeur, notamment, qui va pouvoir agir sur ce qui se passe au sein de l'éducation, au sein de l'enseignement supérieur. Et d'ailleurs, c'est un sujet dont ils s'emparent et ils mettent en place un certain nombre de dispositifs de plus en plus. Donc c'est essentiel que l'État continue à agir sur ces dispositifs, continue à financer, voire financer plus, bien sûr. Il me semble que ce qui serait intéressant aussi,
c'est là on parle des filles en sciences et du problème de l'orientation des filles en sciences, mais c'est bien aussi de décentrer un peu le regard et de se dire qu'en fait l'orientation elle est genrée. Donc oui, on n'a pas assez de filles en sciences, mais de l'autre côté, on n'a pas assez d'hommes en sciences humaines, on n'a pas assez d'hommes en filière littéraire. Et donc penser ce problème plus globalement et pas seulement le tirer que par le fil du problème de l'orientation des filles en sciences, qui est pourtant en fait le principal ressort qu'on tire pour l'instant, tous, hein. Et ben, ça me semblerait intéressant pour peut-être comprendre les ressorts plus globaux de l'orientation et ne pas l'appréhender que par une petite porte. Voilà. Merci à vous deux. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite réagir? Oui, en effet, donc je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il y a déjà beaucoup de dispositifs qui sont mis en place, notamment des quotas, des index sur l'égalité hommes-femmes, qui sont obligatoires d'ailleurs pour les entreprises. Après, je pense qu'il faut mettre d'autres dispositifs en place, peut-être pas non plus de manière trop violente, parce qu'après on arriverait à une discrimination qui, je pense, pourrait être positive. Donc, on en reviendrait à la question de légitimité, ce qui, je pense, n'est pas forcément positif en l'occurrence. Qu'est-ce que l'État peut faire? Moi, je pense qu'effectivement, mettre en place des subventions, par exemple, aller tout de suite faire des actions dans les écoles, pourquoi pas, on en revient à l'enseignement, aider au plus tôt. Et voilà, je pense que tout ça, ça pourrait être très intéressant. Merci beaucoup. L'heure tourne. Avant de terminer, on vous propose donc chacune votre tour, si vous le souhaitez, de nous proposer une petite phrase de conclusion sur la thématique générale abordée aujourd'hui. En commençant par vous, Annabelle, on va faire un tour de table. Si je devais juste faire une phrase de conclusion, je dirais que la diversité, c'est vraiment un point, enfin dans les filières STEM en tout cas ici, c'est vraiment un point essentiel pour l'innovation et finalement l'égalité de tous et que chacun se mette, pas seulement les femmes, parce que parfois on peut penser que l'inégalité, c'est plus l'inégalité de genre en l'occurrence, c'est plus un sujet de femmes, mais non, effectivement, la preuve en est, vous nous accompagnez aujourd'hui, donc Moi, j'aimerais surtout m'adresser aux jeunes filles qui hésitent à se lancer dans ces filières-là. Je pense que si on sent l'envie d'y aller, il faut tenter dans tous les cas. L'orientation, c'est un parcours difficile et long, on l'a abordé, et il peut être fait de changements de parcours, et ça, c'est pas un problème de se tromper, mais tenter, ça sera jamais pénalisant. Donc surtout qu'elles n'hésitent pas et qu'elles aillent rencontrer les femmes. C'est possible en prépa, c'est ce que je connais avec notamment les immersions, mais aussi dans les forums d'orientation, etc. Rencontrer des étudiantes, des professionnels pour se rendre compte que oui, c'est possible et que les femmes sont les bienvenues en sciences. Moi, ça va être une recommandation de lecture aussi bien aux parents qu'aux jeunes, et du coup, garçons et filles confondus. Alors, il y a plein de choses, mais du coup, moi, je vais recommander de commencer par De l'autre côté du miroir d'Aurélie Jean, et je pense que ça existe en poche, si je me trompe pas. Et ça donne je pense que c'est une première étape pour avoir l'illustration de ce que je tente d'expliquer quand je parle de mise en perspective. Là, c'est typiquement, elle raconte très bien son parcours de qu'est-ce qui a généré le fait que maintenant c'est une chercheuse, et notamment sur tout ce qui est algorithme. Alors, vous découvrirez à quel point c'est clair finalement la définition du mot algorithme avec elle, mais c'est surtout que c'est une proposition de parcours qui, je trouve, est très éclairant sur le côté s'autoriser. Et peut-être mon côté sociologue sur la fin va revenir, mais juste rappeler que l'orientation genrée, c'est du coup, on l'a vu, un problème complexe qui touche à la fois tout ce qui est de nombreux déterminants, tout ce qui est famille, tout ce qui est institution scolaire, monde professionnel. Et peut-être juste une envie, c'est qu'on continue les études et que chacun, à son niveau, puisse se renseigner sur ces différents déterminants, parce que ce qui me semble essentiel, c'est de comprendre ce qui détermine actuellement la situation pour qu'on puisse après trouver les leviers
les leviers pertinents pour agir et modifier la situation dans le sens où on veut qu'elle aille. Après, chacun agit comme il veut, mais voilà, donc peut-être une invitation à se renseigner toujours plus sur ces différents déterminants. Et je voulais juste rajouter aussi un petit quelque chose, c'est que j'ai entendu une interview de Emmanuel Larocque qui a écrit un livre que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais c'est en projet, c'est « Tu seras scientifique, ma fille ». Et dans cette interview où elle présentait justement son ouvrage, elle mentionnait, un peu comme vous l'avez dit, Aurélie, c'était l'idée de mettre du sens dans les études scientifiques, parce qu'on se rend compte que les femmes, elles ne se dirigent pas vers les études scientifiques, notamment par aussi ce côté, hein, c'est un peu flou, c'est peut-être moins clair que pour les hommes, et du coup mettre du sens dans ces études, savoir ce qu'elles peuvent faire après. Vous avez mentionné le sport, vous avez mentionné aussi d'autres choses, et ben, ça permet aussi aux femmes peut-être de se lancer peut-être plus instinctivement dans ces études. Et c'était, je pense aussi, une chose à faire, c'est de mettre du sens dans ces études, et c'est aussi parce que c'est la société de demain qu'on construit. Et il est essentiel d'inclure les femmes, puisqu'elle le disait, donc là je reprends ces mots, elle disait que si on n'inclut pas les femmes dans la société de demain, c'est aussi les droits des femmes qui vont continuer à reculer, puisque les métiers du numérique sont les métiers de demain. Donc c'est essentiel de prendre le sujet à bras-le-corps. Donc là je vais laisser la parole à Luna pour les derniers mots. Voilà. Et du coup, moi, je voulais revenir sur quelques associations qu'on a vues pendant nos recherches. Donc, il y avait déjà Article 1, donc nos tuteurs, qui vont lancer en janvier 2025 un programme autour des filières STEM. Donc, ce sera un programme qui est chapeauté par la partie mentorat de demain.org et qui va accompagner les étudiantes en filière STEM spécifiquement. Mais il y a plein d'autres exemples qui existent aujourd'hui. Il y a par exemple une femme sur TikTok qui s'appelle Wonder Woman et qui est une ingénieure pédagogique en préparation médecine. Elle a été certifiée de mathématiques et aujourd'hui elle partage sa passion sur TikTok. Donc ça pourrait aussi être une façon de sensibiliser les plus jeunes à ces questions. Et voilà, pour un petit mot de la fin, je voulais vous remercier d'être venus aujourd'hui. Je voulais remercier nos tuteurs Théo et Pénélope et Article 1 pour ce beau projet sur lequel ils nous ont accompagnés. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à Article 1 et à Luna, Eva, Camille et Dorian du Master Études européennes et internationales de Nantes Université. Merci également aux invités Aurélie Baupel, Alice Lermusio, Faustine Vauclair et Annabelle Ridor d'avoir répondu à leurs questions. Une émission montée par Sophie Potvin que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur le labodesavoirs.fr ou sur nos réseaux sociaux et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.